Dès que je suis rentrée du travail, j'ai aperçu ma fille de 7 ans portant seule son petit frère dans les bois derrière notre maison. Elle était blessée, couverte de coupures sur les bras, épuisée et tremblante, mais elle refusait toujours de le poser. Ses vêtements étaient déchirés, elle était pieds nus avec du sang sur les pieds. Je les avais laissés avec mes parents pour la journée, pensant qu'ils seraient en sécurité. Lorsque je me suis précipitée vers elle, elle pouvait à peine se tenir debout. Ses lèvres étaient sèches et gercées par la déshydratation. Elle était là depuis des heures à protéger son petit frère. J'ai tenu son visage et j'ai demandé, « Que s'est-il passé? Qui t'a fait ça ?» Elle m'a regardé, les larmes coulant sur son visage contusionné, et son murmure m'a fait trembler les jambes. Le retour du travail ce mardi-là m'a paru plus long que d'habitude. La circulation sur la route 9 avait été brutale, et tout ce que je voulais, c'était enlever mes talons, serrer mes enfants dans mes bras, et peut-être me verser un verre de vin après qu'ils seraient couchés. Ma fille, Maisie, venait d'avoir 7 ans le mois précédent, et mon fils, Théo, avait 15 mois. Ils étaient mon monde entier, la raison pour laquelle je tenais bon pendant mes gardes de 12 heures à l'hôpital où je travaillais comme infirmière en chirurgie. Je les avais laissés chez mes parents ce matin-là, comme je le faisais tous les mardis et jeudis lorsque mes gardes étaient longues. Ma mère, Joanne, les gardait depuis que j'avais repris le travail après mon congé maternité. Mon père, Curtis, était à moitié à la retraite et passait habituellement ses journées à bricoler dans son atelier ou à regarder du golf, mais il adorait ses petits-enfants. Du moins, c'est ce que je croyais. Mon mari, Derek, était en voyage d'affaires à San Francisco, pour des bilans trimestriels de la division côte ouest de son entreprise. Il ne reviendrait que vendredi soir. Le timing n'était pas idéal, mais nous avions réussi à établir un rythme qui fonctionnait pour notre famille. Lorsque j'ai tourné sur Maple Grove Lane, la rue où j'avais grandi et où mes parents vivaient toujours, à seulement 4 maisons de la nôtre, j'ai remarqué que leur allée était vide. C'était étrange. La Honda argentée de ma mère était toujours garée là, surtout les jours où elle gardait les enfants. Un sentiment de malaise m'a traversé, mais je l'ai repoussé. Peut-être étaient-ils allés au parc ou chercher des glaces. Je me suis garée dans mon propre garage et j'ai attrapé mon sac, prévoyant de marcher jusqu'à leur maison, mais quelque chose a attiré mon attention au moment où je suis sortie de la voiture, un mouvement à l'orée des bois derrière notre propriété. Notre cour arrière bordait près de 5 hectares de forêt qui s'étendait jusqu'à l'ancien réservoir. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Une petite silhouette émergeait de la ligne d'arbres, avançant lentement, trébuchant. Des cheveux blonds emmêlés de feuilles et de brindilles. Un petit paquet serré contre sa poitrine. Maisie. Mes jambes ont commencé à courir avant que mon cerveau n'ait pleinement traité ce que je voyais. Elle portait Théo, les 2 bras enroulés autour de lui si fort que tout son corps tremblait sous l'effort. Son t-shirt rose à licorne était déchiré à l'épaule, taché de terre et humide de ce qui ressemblait à de la sueur. Ses pieds étaient nus, laissant des empreintes sanglantes sur l'herbe alors qu'elle marchait. J'ai crié son nom. Elle n'a pas répondu, elle a juste continué à marcher, les yeux fixés sur un point lointain, la mâchoire serrée avec une détermination qu'aucune enfant de 7 ans ne devrait jamais avoir à posséder. Lorsque je l'ai finalement atteinte, j'ai pu voir l'étendue de son état. Des égratignures couvraient ses bras, certaines superficielles et d'autres assez profondes pour que du sang séché se soit incrusté autour d'elle. Ses genoux étaient écorchés. Un bleu se formait sur son arcade zygomatique gauche. Et Théo, mon bébé, était silencieux dans ses bras. Trop silencieux. Mais ensuite, j'ai vu sa poitrine se soulever et s'abaisser. Son petit poing agrippant une mèche de cheveux de Maisie. Et le soulagement a failli me faire plier les genoux. J'ai tendu la main vers lui, mais Maisie s'est reculée, sa prise se resserrant. Maisie, mon cœur, c'est maman. Donne-moi Théo. Tu peux lâcher prise maintenant. Elle a secoué la tête, ses lèvres gercées tremblantes. Je ne peux pas. Je dois le garder en sécurité. Tu l'as gardé en sécurité. Je suis là maintenant. Je vous ai tous les deux. Il a fallu 3 autres tentatives avant qu'elle ne desserre finalement assez sa prise pour que je puisse prendre Théo. Au moment où son poids a quitté ses bras, ses genoux ont cédé. Je l'ai rattrapé de ma main libre, réussissant d'une manière ou d'une autre à tenir mes 2 enfants pendant que mon cœur se brisait en 1000 morceaux.
J'ai tenu son visage, le relevant pour pouvoir voir ses yeux. Ils étaient cerclés de rouge, la peau autour était gonflée à force d'avoir pleuré. Des larmes sèches avaient laissé des traces à travers la saleté sur ses joues. Que s'est-il passé? Qui t'a fait ça? La lèvre inférieure de Maisie tremblait. De nouvelles larmes coulaient sur son visage, se mêlant à la crasse. Lorsqu'elle a parlé, sa voix était à peine un murmure, enroué par des heures sans utilisation. Mamie nous a laissés dans la voiture. Elle a dit qu'elle revenait tout de suite, mais elle n'est pas revenue. Puis papy est arrivé, et il se comportait bizarrement. Il a essayé de m'enlever Théo. Il a dit des gros mots et il m'a attrapé le bras très fort, alors j'ai couru. J'ai couru dans les bois parce qu'il ne pouvait pas nous suivre rapidement. Maman. Ses yeux semblaient étranges, comme s'il ne savait pas qui j'étais. Le sol a basculé sous moi. J'ai appelé le 911 en premier. Mes doigts tremblaient si violemment que j'ai dû recomposer 2 fois. La voix de l'opératrice était calme, professionnelle, posant des questions que je pouvais à peine traiter. Oui, mes enfants avaient besoin de soins médicaux. Non, la menace n'était pas active. Je ne savais pas où étaient mes parents. Je ne savais rien, si ce n'est que ma fille venait d'émerger d'une forêt portant son petit frère après des heures passées à être perdue, et que plus rien dans ma vie n'aurait de sens. Derek a décroché à la 4e sonnerie, sa voix pâteuse à cause du décalage horaire. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis je l'ai entendu réserver un vol, sa voix se brisant alors qu'il me demandait de lui passer Maisie. Elle ne pouvait pas parler. Elle s'était recroquevillée en boule sur le canapé, Théo enfin endormi à côté d'elle, sa main reposant sur sa poitrine pour sentir son souffle. Elle va bien, lui ai-je dit. Même si nous savions tous les deux que ce mot avait perdu tout sens. Rentre juste à la maison. Ma voisine, Patricia, a vu l'ambulance et est accourue dans ses vêtements de jardinage, de la terre encore sous les ongles. Elle connaissait ma famille depuis 30 ans, m'avait vu grandir dans cette maison dans la rue, avait assisté à mon mariage et organisé ma fête prénatale. L'expression sur son visage lorsqu'elle a vu l'état de Maisie est quelque chose que je n'oublierai jamais, horreur et reconnaissance et une compréhension naissante que le monde contenait des dangers qu'aucun de nous n'avait pris en compte. Elle est restée avec moi pendant ces premières heures terribles, faisant du café que personne n'a bu et répondant à la porte lorsque d'autres fonctionnaires sont arrivés. Une assistante sociale des services de protection de l'enfance est arrivée vers 20h, une femme nommée Denise avec des yeux gentils et un presse-papier rempli de formulaires. Elle a expliqué que tout incident impliquant un danger pour l'enfant nécessitait une évaluation, que c'était la procédure standard, que personne ne m'accusait de quoi que ce soit. J'ai voulu lui crier que ce n'était pas moi qui avais besoin d'être évalué, mais j'ai répondu à ses questions à la place, regardant Maisie dormir par intermittence sur le canapé tandis que Théo buvait le biberon que Patricia avait préparé. En 20 minutes, ma maison s'est remplie de ambulanciers, de policiers et du genre de chaos contrôlé qui se produit lorsqu'une situation est à la fois urgente et incertaine. Les secouristes ont examiné les 2 enfants minutieusement. Théo était déshydraté mais autrement indemne. Maisie avait subi de multiples lacérations dues à la course à travers les broussailles, certaines nécessitant des bandelettes de suture et une sur son avant-bras nécessitant 3 points de suture. Ses pieds étaient en mauvais état, déchirés par les roches, les branches et les racines, et ils ont passé près d'une demi-heure à nettoyer les plaies et à les envelopper de gaz. Pendant tout ce temps, elle a refusé de me lâcher la main. Le pédiatre des urgences, un homme d'une 50aine d'années avec des cheveux gris aux tempes et des mains fermes, m'a tiré à part pendant que les infirmières terminaient de panser les pieds de Maisie. « Votre fille est remarquablement résiliente », a-t-il dit, gardant la voix basse. Les blessures physiques guériront en quelques semaines, mais je vous recommanderais fortement de prendre contact avec un psychologue pour enfants le plus tôt possible. Ce qu'elle a vécu aujourd'hui, l'abandon, la peur, la responsabilité de protéger son frère ou sa sœur, ce genre de traumatisme peut se manifester de manières qui ne sont pas immédiatement visibles. Elle a 7 ans, ai-je dit, comme si cela expliquait quoi que ce soit. Je sais. C'est exactement pourquoi l'intervention précoce est importante. Les enfants de son âge sont encore en train de former leur compréhension du fonctionnement du monde, de savoir si les adultes peuvent être dignes de confiance pour les garder en sécurité. Une expérience comme celle-ci peut remodeler cette fondation de manière durable.
Il m'a donné une carte de référence, Dr Ramona Ellis, psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Je l'ai glissé dans ma poche comme un talisman contre l'avenir que je ne pouvais pas encore imaginer. Maisy s'est réveillée vers 22 heures ce soir-là, désorientée et paniquée, appelant Théo. Je l'ai emmené dans la pièce où il dormait dans un berceau d'hôpital, ses constantes stables, sa couleur revenue à la normale. Elle est restée là longtemps à le regarder respirer, sa main bandée pressée contre le côté en plastique transparent. Je l'ai gardé en sécurité, a-t-elle murmuré. Je lui ai promis que je le ferais. Tu l'as fait, mon bébé. Tu l'as gardé tellement en sécurité. Il faisait vraiment chaud dans la voiture. Comme quand on laisse des courses à l'arrière et qu'elles deviennent toutes chaudes. J'ai essayé d'ouvrir les portes, mais elles étaient verrouillées. J'ai essayé les boutons, mais rien n'a marché. Sa voix était plate, racontant des faits plutôt que de les revivre. Peut-être un mécanisme d'adaptation, ou juste l'épuisement au-delà de la capacité d'émotion. Puis papy est arrivé et j'ai cru que tout irait bien. Mais son visage semblait étrange. Comme s'il était fâché contre moi pour quelque chose, mais je n'ai rien fait de mal, maman, je n'ai rien fait de mal. Je sais que tu n'as rien fait de mal. Rien de tout cela n'était de ta faute. Il a dit des gros mots. Il m'a attrapé le bras et ça m'a fait mal. Il a essayé de prendre Théo et je ne l'ai pas laissé faire. J'ai mordu sa main. Un éclair a traversé son visage. De la culpabilité, peut-être, ou la peur de la punition. Je suis désolée. Je sais qu'on n'est pas censé mordre les gens. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Tu m'entends? Tout ce que tu as fait aujourd'hui était exactement juste. Elle a hoché la tête, mais je pouvais dire qu'elle ne me croyait pas entièrement. Comment le pourrait-elle? Son grand-père, un homme qu'elle aimait et en qui elle avait confiance, était devenu un étranger en un instant. Sa grand-mère avait disparu sans explication. L'architecture de son monde s'était effondrée, et aucune quantité de réconfort ne pouvait la reconstruire du jour au lendemain. Nous sommes restés à l'hôpital jusqu'à près de 2 heures du matin, lorsque les 2 enfants ont été autorisés à sortir. Derek avait envoyé un SMS disant que son vol atterrissait à minuit et qu'il venait directement de l'aéroport. J'ai enveloppé mes enfants dans la voiture, mais y serrant un ours en peluche que les infirmières lui avaient donné, et j'ai conduit à travers des rues vides qui semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. L'agente Wendy Tran s'est assise avec moi sur le canapé pendant que son partenaire faisait du porte-à-porte dans le quartier. Elle était patiente, méthodique, posant des questions d'un ton doux qui réussissait à transmettre à la fois professionnalisme et véritable préoccupation. La voiture de vos parents n'était pas dans l'allée lorsque vous êtes rentrés. Non. Rien ne semblait anormal, sauf cela. Et votre fille a dit que votre mère les a laissés dans la voiture? J'ai hoché la tête, les mots ne faisant toujours pas sens, peu importe combien de fois je les répétais. Elle a dit que ma mère lui avait dit qu'elle revenait tout de suite, mais elle n'est pas revenue. Et puis mon père est arrivé. Votre père a-t-il des antécédents de comportement agressif, d'abus de substances, de problèmes de santé mentale? Il a 71 ans. Il a été en bonne santé toute sa vie. Il n'a jamais touché à l'alcool, jamais fumé. Il joue au golf 3 fois par semaine et fait du bénévolat à la banque alimentaire de l'église le samedi. Ma voix s'est brisée. Ce n'est pas un homme violent. Il n'a jamais levé la main sur personne. L'agente Tran a écrit quelque chose dans son carnet. Nous avons envoyé des unités à l'adresse de vos parents. Personne ne semble être à la maison. Nous vérifions également les hôpitaux locaux et alertons les agents de patrouille dans la région. Derek a atterri à Philadelphie à minuit et a conduit sans s'arrêter. Au moment où il est entré par la porte à près de 4 heures du matin, j'avais déjà parlé à mon frère Christopher au téléphone et appris quelque chose qui rendait tout à la fois plus clair et plus terrifiant. Notre mère souffrait de perte de mémoire. Rien de dramatique, rien qui semblait digne d'alarme. Elle oubliait où elle mettait ses clés. Elle appelait Christopher par le nom de notre défunt oncle. Elle commençait à raconter une histoire et en perdait le fil à mi-chemin. Christopher l'avait remarqué il y a des mois, mais n'avait pas voulu inquiéter qui que ce soit. Je pensais que c'était juste le vieillissement normal, a-t-il dit, la voix lourde de culpabilité. Je ne pensais pas. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle le ferait.
Elle a laissé mes enfants dans une voiture verrouillée, Chris, le jour le plus chaud que nous ayons eu de tout l'été. Le silence à l'autre bout m'a tout dit. Il n'avait pas su. Aucun de nous n'avait su parce que notre mère l'avait bien cachée et que notre père l'avait couverte sans réaliser que le danger augmentait. Ils ont retrouvé mes parents le lendemain matin. Ma mère était dans un Target, à 3 villes de là, errant dans les allées en pyjama. Aucune mémoire de comment elle était arrivée la nuit où étaient ses petits-enfants. La sécurité du magasin avait appelé la police lorsqu'elle n'avait pu fournir ni son nom ni un contact d'urgence. Une évaluation médicale a révélé ce que nous aurions dû voir venir, un Alzheimer précoce, bien plus avancé que le stade de léger oubli que Christopher avait écarté. Mon père était à la maison au moment où les officiers sont arrivés, assis dans son fauteuil inclinable, la télévision allumée, fixant le vide. Lorsqu'ils lui ont posé des questions sur ses petits-enfants, il est devenu agité, confus. Il a dit qu'il était parti à leur recherche lorsque Johan n'était pas revenu. Il a dit qu'il les avait trouvés dans la voiture, et que le bébé pleurait, et que Maisie n'arrêtait pas de poser des questions, et que quelque chose en lui s'était simplement brisé. Il ne se souvenait pas de les avoir poursuivis. Il ne se souvenait pas d'avoir saisi le bras de Maisie assez fort pour laisser des bleus. Il ne se souvenait pas du regard dans les yeux de sa petite fille lorsqu'elle avait réalisé que son grand-père était devenu quelqu'un de méconnaissable. Un scanner a révélé une tumeur au cerveau, inopérable, appuyant contre le lobe frontal d'une manière qui expliquait les changements de personnalité, la confusion, l'agressivité dont aucun de nous n'avait été témoin avant qu'il ne soit presque trop tard. La neurologue qui nous a donné la nouvelle a été douce mais directe. Elle nous a montré les scanners sur un écran rétroéclairé, pointant la masse qui nous avait volé mon père bien avant que son corps ne suive. Les tumeurs à cet endroit affectent souvent le contrôle des impulsions, la régulation émotionnelle et le jugement, a-t-elle expliqué. Les patients peuvent devenir inhabituellement agressifs ou paranoïaques. Ils ne reconnaissent souvent pas leurs proches ou les perçoivent comme des menaces. Ce n'est pas un choix. C'est un dysfonctionnement du câblage du cerveau. Depuis combien de temps cela grandit-il ? A demandé Christopher, la voix rauque. Difficile à dire avec certitude, mais compte tenu de la taille, probablement entre 18 mois et 2 ans. Les symptômes auraient été subtils au début. Des changements de personnalité que les membres de la famille attribuent souvent au stress ou au vieillissement. J'ai pensé aux 2 dernières années. Papa avait semblé plus irritable ces derniers temps, plus prompt à s'énerver pour des inconvénients mineurs. Il avait arrêté d'aller à sa partie de poker hebdomadaire avec ses amis, prétendant qu'il était fatigué de perdre. Maman avait mentionné une fois qu'il s'était trompé de chemin en allant à l'épicerie, un trajet qu'il avait fait 1000 fois. Nous en avions ri. Vieillissement, avions-nous dit, ça arrive à tout le monde. Ce n'était pas arrivé à tout le monde. C'était arrivé spécifiquement à lui. Une tumeur grandissant silencieusement dans son crâne pendant que nous faisions des blagues sur les moments de sénilité et les lunettes de lecture égarées. Derek est rentré à la maison avec l'air d'avoir vieilli de 10 ans pendant le vol. Il a tenu Maisie si longtemps qu'elle a fini par se dégager en se plaignant qu'il l'écrasait. Puis il a pris Théo et ne l'a pas posé pendant des heures, le portant de pièce en pièce comme un talisman, comme si le contact physique pouvait annuler le danger qui était déjà passé. Nous avons parlé à voix basse après que les enfants aient été endormis, assis à la table de la cuisine avec du café froid et le poids de décisions impossibles nous écrasant. Nous ne pourrons plus jamais les laisser avec tes parents, a-t-il dit. C'est non négociable. Ma mère est dans un établissement de soins de la mémoire. Mon père a une tumeur au cerveau en phase terminale. Il n'y aura plus de garde d'enfants. Derek, je veux dire avec n'importe qui. Je ne fais confiance à personne avec nos enfants pour l'instant. Ce n'est pas tenable. Nous travaillons tous les deux. Nous avons besoin d'aide. Alors nous embauchons de l'aide. Aide professionnelle avec des certifications, des vérifications d'antécédents et des références que nous vérifions réellement. Pas la famille. La famille n'est clairement pas en sécurité. L'amertume dans sa voix me piquait, même si je la comprenais. Ses parents vivaient en Oregon, trop loin pour une garde d'enfants régulière. Mais ils n'avaient jamais mis nos enfants en danger. La comparaison était implicite, et j'ai ressenti la honte, même si rien de tout cela n'était de ma faute. Rien n'était la faute de personne,
vraiment, juste la biologie qui nous trahissait de la manière la plus cruelle possible. Ma fille de 7 ans avait passé près de 5 heures dans ces bois. Elle avait trouvé un ruisseau et réussi à mouiller les lèvres de Théo pour l'empêcher d'aller plus mal. Elle s'était cachée dans un petit ravin lorsqu'elle avait entendu des pas, certaine que papy les cherchait toujours. Elle avait chanté des berceuses, les mêmes que je lui avais chantées quand elle était bébé. Elle avait tout fait correctement alors que les adultes de sa vie l'avaient complètement laissé tomber. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reconstitué une image plus complète de ce qui s'était passé grâce à des entretiens, des dossiers médicaux et mes propres recherches. Ma mère avait apparemment subi un épisode dissociatif sévère en conduisant. Elle s'était arrêtée sur un parking aléatoire, pas Target comme il l'avait d'abord cru, mais un centre commercial de l'autre côté de la ville et s'était simplement éloignée de la voiture avec mes enfants toujours à l'intérieur. Les séquences de sécurité la montraient errant dans une quincaillerie, un salon de manucure, et finalement montant dans un bus qui l'avait emmené 3 villes plus loin. La voiture était verrouillée. Les fenêtres étaient fermées. Il faisait 34 degrés ce jour-là, et la température à l'intérieur du véhicule aurait dépassé le seuil dangereux en quelques minutes. Maisie m'a raconté plus tard, par fragments au fil des semaines suivantes, comment elle avait essayé tout ce à quoi elle pouvait penser. Elle était attachée dans son siège rehausseur à l'arrière avec le siège auto de Théo à côté d'elle. L'ancienne Honda de ma mère avait les verrous de sécurité pour enfants enclenchés sur les portes arrière, un réglage qu'elle n'avait jamais désactivé depuis que les enfants de Christopher étaient petits. Maisie ne pouvait pas atteindre les sièges avant pour essayer ses portes, pas attachées, pas sans laisser Théo seul. Elle a appuyé sur tous les boutons qu'elle pouvait atteindre sur les panneaux de porte. Elle a klaxonné à plusieurs reprises, espérant que quelqu'un entendrait, mais le parking était presque vide sous la chaleur de l'après-midi. Elle a essayé d'ouvrir le coffre depuis la banquette arrière, se souvenant d'un reportage sur les voies d'évacuation pour les victimes d'enlèvement. Rien n'a marché. Au moment où mon père est arrivé et comment il a su où les trouver restait incertain. Peut-être que ma mère avait mentionné quelque chose avant de partir, ou peut-être qu'il avait simplement localisé son téléphone. Théo pleurait depuis près d'1 heure, et la voiture était un four. Papa a cassé la vitre avec une pierre prise dans l'aménagement paysager. Il a tiré les 2 enfants dehors. Et puis, selon Maisie, quelque chose a basculé derrière ses yeux. Il parlait, mais ça n'avait aucun sens. Elle l'a raconté à la docteure Ellis lors d'une de leurs premières séances, que j'ai été autorisée à observer. Il n'arrêtait pas de m'appeler par des noms différents. Sarah. Linda. Une fois, il m'a appelé maman. Il a dit que nous devions aller quelque part, que des gens venaient nous enlever, que nous n'étions pas en sécurité. Que as-tu fait quand il a dit ça? Je lui ai dit que je voulais ma maman. Je lui ai demandé de nous ramener à la maison, mais il s'est vraiment fâché. Son visage est devenu tout rouge et il m'a serré le bras très fort. Elle a touché l'endroit où le bleu s'était finalement estompé. Théo pleurait toujours et papy a essayé de l'attraper. Il a dit que le bébé devait se taire, que le bébé allait donner notre position, comme si nous étions des soldats ou quelque chose. Cela a dû être très effrayant. J'avais peur, mais j'étais aussi en colère parce que Théo n'était qu'un bébé et qu'il ne comprenait pas les choses et que papy était méchant avec lui. Alors j'ai attrapé Théo et j'ai couru. J'ai couru aussi vite que j'ai pu dans les bois parce que papy a de mauvais genoux et je savais qu'il ne pouvait pas courir très vite. La logique d'une enfant de 7 ans. Simple, pratique, salvatrice. Elle avait couru pendant ce qu'elle estimait être, très longtemps, bien que la distance réelle fût probablement inférieure à 1,5 km. Des broussailles denses l'avaient ralentie, et le poids de son frère l'avait rapidement fatiguée. Finalement, elle avait trouvé un endroit où un grand arbre était tombé, créant une barrière naturelle et un petit espace abrité sous ses racines. Elle s'y était glissée avec Théo et était restée cachée pendant qu'elle réfléchissait à la suite des événements. J'entendais papy nous appeler parfois, a-t-elle dit. Il avait l'air normal à nouveau, comme le papy habituel. Il disait qu'il était désolé et qu'il voulait t'aider, mais je ne lui faisais plus confiance. Alors je suis restée silencieuse. Comment savais-tu qu'il ne fallait pas lui faire confiance? Maisie y a réfléchi. Parce que ses yeux avaient déjà changé une fois, donc ils pouvaient changer à nouveau, et je ne pouvais pas reprendre Théo si papy allait être effrayant. Je devais attendre quelqu'un de sûr. Elle avait attendu des heures.
Le ruisseau qu'elle avait trouvé était à environ 50 mètres de sa cachette, un mince filet d'eau qu'elle avait visité 4 fois pour mouiller ses doigts et humidifier les lèvres de Théo. Elle avait ramassé des feuilles et de la mousse douce pour lui faire un lit. Elle avait chanté toutes les chansons qu'elle connaissait, inventé des histoires sur des princesses courageuses et des forêts magiques, joué à cache-cache avec des bâtons et des roches pour l'empêcher de pleurer. Au moment où elle avait décidé de rentrer à la maison, suivant le soleil de l'après-midi comme je le lui avais appris une fois lors d'une excursion en camping, elle était éveillée depuis près de 14 heures. Son corps la lâchait, mais elle avait ramassé son frère quand même et avait commencé à marcher. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de rendez-vous, de spécialistes et de décisions impossibles. Ma mère a été placée dans un établissement de soins de la mémoire, son état se détériorant rapidement une fois que le stress de maintenir une apparence normale avait été retiré. Mon père a subi un traitement par radiothérapie, mais le pronostic était sombre. 6 mois à 1 an, peut-être moins. J'ai lutté avec des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant. La fureur contre mes parents pour avoir mis mes enfants en danger, même si aucun des deux ne l'avait fait intentionnellement. La culpabilité de ne pas avoir remarqué les signes, d'avoir cru que tout allait bien parce que ça avait toujours été bien avant. Le deuil des parents que je perdais à cause de maladies qu'ils n'avaient pas demandées et qu'ils n'auraient pas pu empêcher. Et sous tout cela, un amour protecteur féroce pour ma fille qui frôlait le primal. Christopher a pris en charge la majeure partie du fardeau de la gestion des soins de nos parents. Il vivait plus près de l'établissement de la mémoire où maman avait été placée et son travail offrait plus de flexibilité que le mien. Mais je pouvais dire que le poids l'écrasait. Lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires, sa voix devenait plus mince, plus tendue, lourde d'un deuil qui n'avait pas d'issue. Elle a demandé des nouvelles de Maisie hier, m'a-t-il dit un soir, environ 1 mois après l'incident. Elle voulait savoir quand les enfants viendraient nous rendre visite. Elle semblait lucide, presque normale, et je n'ai juste pas pu lui dire ce qui s'était passé. Je n'ai pas pu expliquer qu'elle avait failli tuer ses propres petits-enfants. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Elle ne s'en souviendra de toute façon pas, c'est ce qui rend ça pire. Elle peut oublier, tandis que le reste d'entre nous doit vivre avec. Je comprenais sa colère même si je luttais avec la mienne. Il y avait des moments où je voulais aller à cet établissement et crier sur ma mère, exiger des réponses qu'elle n'était pas capable de fournir. À quoi pensais-tu? Comment as-tu pu les laisser? Ne les as-tu pas entendus pleurer? Mais l'Alzheimer n'offre pas d'explication. Ce n'est pas un méchant que l'on peut affronter. C'est une érosion, une catastrophe au ralenti qui enlève tout en laissant le corps derrière. Le déclin de mon père fut plus rapide, plus visible. La radiothérapie lui a valu quelques mois de stabilité relative, mais en hiver, il avait cessé de reconnaître Christopher entièrement. Il me prenait pour sa sœur, morte depuis 20 ans. Il appelait Derek par le nom de son propre père, un homme décédé dans les années 1980. La seule personne qu'il reconnaissait constamment était Maisie, ou plutôt, il reconnaissait qu'elle était quelqu'un d'important, quelqu'un de lié à lui d'une manière qu'il ne pouvait articuler. La petite fille, disait-il quand Christopher la mentionnait. Est-ce qu'elle va bien? J'ai besoin de savoir qu'elle va bien. Nous ne lui avons jamais dit ce qu'il avait fait. À quoi cela servirait-il? Il ne pouvait pas s'excuser, ne pouvait pas réparer, ne pouvait même pas comprendre la forme de sa transgression. La tumeur lui avait déjà volé ses possibilités, à lui, à nous tous. Maisie a demandé à lui rendre visite une fois, vers la fin. J'ai été surprise. Elle avait évité toute mention de ses grands-parents pendant des mois, changeant de sujet dès qu'ils étaient évoqués. Mais quelque chose avait changé. Peut-être que la thérapie fonctionnait, ou peut-être qu'elle était simplement arrivée à ses propres conclusions sur le pardon et la clôture. Je veux lui dire au revoir, a-t-elle dit. La docteure Ellis a dit que ça pourrait m'aider à me sentir mieux à propos de ce qui s'est passé. Es-tu sûr? Il est très malade, mon cœur. Il pourrait ne pas savoir qui tu es. Ce n'est pas grave. Je saurai toujours qui il est. Nous y sommes allés un samedi après-midi, Derek restant à la maison avec Théo. La chambre de soins palliatifs était petite mais lumineuse, remplie de fleurs de divers parents et d'un bip régulier des moniteurs suivant le corps défaillant de papa. Il était éveillé à notre arrivée, calé contre des oreillers, ses yeux errant dans la pièce sans se fixer sur quoi que ce soit.
Maisie s'est approchée du lit lentement, sa petite main se tendant pour toucher son bras. J'ai retenu mon souffle, incertaine de ce que l'un ou l'autre ferait. « Salut, papy », a-t-elle dit doucement. « C'est Maisie, ta petite fille. » Ses yeux ont trouvé son visage. Pendant un instant, la confusion a vacillé, suivie de quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Maisie », a-t-il répété, savourant le mot. « Petite Maisie, tu es si grande maintenant. » J'ai 7 ans, presque 8. Mon Dieu. Une larme a glissé sur sa joue burinée. Je suis désolée, mon cœur. Je suis tellement désolée. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait de mal, mais je sais que je t'ai blessée. Je peux le sentir. La contenance de Maisie s'est alors brisée, des larmes coulant sur son propre visage alors qu'elle grimpait sur le bord du lit et l'enlaçait. C'est bon, papy. Je sais que tu ne le pensais pas. Tu étais juste malade. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Jamais. Tu me crois, n'est-ce pas? Je te crois. Ils sont restés ainsi longtemps, ma fille serrant l'homme qui avait été son grand-père. Tous deux pleurant pour quelque chose de perdu qui ne pourrait jamais être récupéré. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte, mes propres larmes coulant silencieusement, et je me suis demandé si c'était à cela que ressemblait la guérison. Non pas une absence de douleur, mais une volonté de s'asseoir avec elle ensemble. Papa est décédé 3 semaines plus tard. Maisie n'a pas pleuré à l'enterrement. Elle avait déjà dit au revoir. Maisie a fait des cauchemars pendant des mois. Elle se réveillait en hurlant, convaincue que quelqu'un la poursuivait, qu'elle avait perdu Théo dans le noir. Nous avons commencé des séances de thérapie avec une psychologue pour enfants, la docteure Ramona Ellis, spécialisée dans les traumatismes. Lentement, douloureusement, Maisie a commencé à traiter ce qui lui était arrivé. Mais elle a également changé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Elle est devenue protectrice envers Théo à un degré presque obsessionnel. Elle ne voulait pas qu'il soit hors de sa vue. Elle le surveillait constamment lorsqu'il faisait la sieste, se tenant près de son berceau avec la vigilance d'un chien de garde. À l'école, elle avait du mal à se concentrer, ses enseignants signalant qu'elle semblait distraite, anxieuse, toujours en train de regarder la porte. La docteure Ellis m'a assuré que c'était normal, une réponse au traumatisme qui s'apaiserait avec le temps et un soutien constant. Et progressivement, ce fut le cas. Au moment où le 2e anniversaire de Théo est arrivé, Maisie dormait à nouveau toute la nuit. Elle avait commencé à jouer au football, canalisant son énergie dans quelque chose de physique et structuré. Son rire venait plus facilement, bien qu'il y ait eu dans ses yeux une conscience qui n'existait pas auparavant. Derek et moi avions notre propre guérison à faire, séparée de celle des enfants. Notre mariage a été mis à rude épreuve cet été-là, se tordant d'une manière que je n'avais pas prévue. Il blâmait ma famille, ne pouvait pas s'en empêcher, même s'il comprenait intellectuellement que personne n'avait choisi cette issue. Je suis devenue défensive, puis renfermée, puis j'ai ressenti du ressentiment face à son incapacité à compartimentaliser comme j'essayais de le faire. Nous avons commencé une thérapie de couple cet automne, assis dans le bureau d'un énième thérapeute, mettant à nu les failles de notre relation. Les séances ont été douloureuses mais productives. Nous avons appris à exprimer nos peurs sans accusation, à reconnaître notre chagrin sans rivaliser pour savoir quelle perte était la plus grande. Lentement, péniblement, nous avons rétabli la confiance qui avait été endommagée au même titre que tout le reste. Je n'arrête pas de penser à ce qui se serait passé si Maisie n'avait pas couru, a admis Derek lors d'une séance. Si elle avait figé, ou pleuré, ou simplement était restée là où elle était. Théo aurait. Il n'a pas pu finir. Mais elle n'a pas figé, ai-je dit. Elle a couru. Elle l'a sauvée grâce à qui elle est. Et qui elle est vient de toi, de la façon dont tu l'as élevée. Il m'a regardé avec quelque chose comme de la gratitude. Tu lui as appris à être courageuse. Tu lui as appris que protéger les gens est plus important que d'avoir peur. C'est pourquoi notre fils est vivant. Je n'y avais pas pensé de cette façon auparavant. Dans mon esprit, la survie de Maisie avait été de la chance, de l'instinct, la mystérieuse résilience des enfants. Mais Derek avait raison. Quelque part en cours de route, dans les histoires du coucher et les conversations matinales, et 1000 petits moments que j'avais déjà oubliés, j'avais donné à ma fille les outils dont elle avait besoin.
Elle avait construit le reste toute seule. L'état de ma mère a continué sa lente détérioration. Je lui rendais visite peu souvent, repartant toujours avec un mal de tête et une lourdeur qui mettaient des jours à s'estomper. Elle avait cessé de reconnaître qui que ce soit à la fin de sa première année de soins, se retirant dans un monde où elle était perpétuellement jeune et où ses enfants étaient encore des bébés. Parfois, elle demandait aux infirmières de veiller sur nous, de s'assurer que nous avions fait nos siestes, de nous apporter des boîtes de jus et des biscuits Graham. La cruauté de la maladie était sa spécificité. Elle lui enlevait ses souvenirs de nous en tant qu'adultes tous les jours de Thanksgiving, les remises de diplômes et les petits-enfants tout en laissant intacte l'époque où elle avait été la plus nécessaire. Dans son esprit, elle était toujours une jeune mère, submergée et épuisée, et complètement amoureuse des petites vies dont elle était responsable. Il y avait une sorte de poésie là-dedans, je suppose. Ou peut-être juste de l'ironie. J'ai divorcé de l'idée de pardon pendant longtemps. Christopher rendait visite à nos parents régulièrement, me tenant au courant de leur état par des SMS que j'arrivais à peine à lire. Mon père est décédé 8 mois après son diagnostic, paisiblement en soins palliatifs, ignorant à ce moment-là qui nous étions. Ma mère a vécu encore 2 ans, sa mémoire se fragmentant jusqu'à ce qu'elle devienne une étrangère portant le visage de ma mère. Je lui ai rendu visite une fois vers la fin. Elle ne m'a pas reconnue. Elle a cru que j'étais une infirmière, quelqu'un là pour vérifier ses constantes et redresser ses couvertures. Elle était agréable, joyeuse, parlant même de ses enfants comme s'ils étaient encore petits. Ma fille est si intelligente, m'a-t-elle dit en me tapotant la main. Elle fera de grandes choses un jour. Vous verrez. J'ai pleuré dans la voiture pendant 1 heure après. Maisie me posait parfois des questions sur mamie et papy, de la manière prudente dont les enfants abordent les sujets qu'ils savent douloureux. Je lui ai dit la vérité, adaptée à son âge, qu'ils avaient été malades d'une manière que personne n'avait réalisée, que leur cerveau ne fonctionnait pas correctement, que ce qui s'était passé n'était pas vraiment eux. Elle a accepté cette explication avec la résilience que possèdent les enfants, la capacité de détenir des vérités contradictoires sans être détruits par elles. Papy me faisait des sandwichs au beurre de cacahuète avec la croûte coupée, a-t-elle dit une fois, environ 1 an après sa mort. Il les coupait en triangles parce que j'avais dit que les triangles avaient meilleur goût que les carrés. Oui. Il t'aimait beaucoup. Je sais. Je n'ai plus peur de lui. Je suis juste triste. Moi aussi, mon cœur. Moi aussi. Les parents de Derek sont venus d'Oregon ce Noël-là, leur première visite prolongée depuis l'incident. Sa mère, Vivian, m'avait appelé chaque semaine au cours de ces premiers mois, offrant son soutien sans jugement, n'impliquant jamais que ce qui s'était passé rejaillissait sur moi en tant que parent. J'avais d'abord résisté à sa gentillesse, me méfiant de la pitié déguisée en compassion. Mais peu à peu, j'ai réalisé qu'elle comprenait simplement. Elle avait vu sa propre mère disparaître dans la démence des années plus tôt. Elle connaissait le deuil spécifique de perdre quelqu'un qui était encore techniquement vivant. La partie la plus difficile est le deuil anticipé, m'a-t-elle dit un soir, les enfants endormis et la maison silencieuse autour de nous. Vous les pleurez avant qu'ils ne soient partis et ensuite vous devez les pleurer à nouveau quand c'est enfin fini. Personne ne vous dit à quel point c'est épuisant. Je me sens coupable d'être en colère contre eux, ai-je admis. Ils n'ont pas demandé ça. Personne ne demande l'Alzheimer ou des tumeurs au cerveau. Les sentiments ne suivent pas la logique. Vous pouvez aimer quelqu'un et être furieux contre lui en même temps. Vous pouvez comprendre qu'il n'a pas choisi sa situation et toujours en vouloir aux conséquences de cette situation sur votre vie. Elle m'a tapoté la main avec l'autorité douce de quelqu'un qui avait gagné sa sagesse. Donne-toi la permission de ressentir tout cela. Le désordre fait partie du processus. J'ai porté ces mots avec moi dans les mois qui ont suivi, à travers les funérailles de ma mère, la vente de la maison de mes parents et le travail lent et douloureux de reconstruire une vie qui ne les incluait plus. Le désordre faisait partie du processus. Tout comme la beauté inattendue, la résilience de Maisie, la joie inconsciente de Théo, la présence constante de Derek à mes côtés, même lorsque j'étais difficile à aimer. Nous avons organisé un petit mémorial pour mes parents le printemps suivant, dispersant leurs cendres au bord du lac où ils avaient passé leur lune de miel 50 ans plus tôt. Christopher est venu avec une poignée de parents qui les avaient connus avant que les maladies ne réécrivent leurs histoires.
Maisie a demandé à dire quelque chose, debout au bord de l'eau, le vent attrapant ses cheveux. Mamie et papy sont tombés malades, a-t-elle dit, sa voix portant sur l'eau calme. Leurs cerveaux ont cessé de fonctionner correctement et ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas faites s'ils avaient été en bonne santé. Mais avant de tomber malades, c'étaient de très bons grands-parents. Papy me faisait des sandwichs en triangle et me laissait l'aider dans l'atelier. Mamie m'a appris à faire des biscuits et m'a raconté des histoires sur maman quand elle était petite. Je veux me souvenir de ces choses. Je ne veux pas me souvenir seulement du jour effrayant. J'ai pleuré ouvertement, debout entre Derek et Christopher, tandis que ma fille pardonnait aux personnes qui avaient failli la détruire. Elle avait 8 ans. Elle avait plus de grâce dans son petit corps que la plupart des adultes n'en accumulent en une vie. Derek et moi avons fait des changements après cet été. Nous avons cessé de supposer que la famille signifiait la sécurité. Nous avons vérifié chaque babysitter avec des vérifications d'antécédents et des appels de référence. Nous avons eu des conversations difficiles avec ses parents sur la divulgation de problèmes de santé et les protocoles d'urgence. Nous avons installé un système de sécurité avec des caméras qui couvraient chaque angle de notre propriété, y compris la ligne d'arbres d'où Maisie avait émergé ce jour terrible. Certaines personnes pourraient appeler cela de la paranoïa. J'appelle cela apprendre de l'expérience. Nous avons également apporté des changements à nous-mêmes, à notre culture familiale, aux hypothèses que nous avions portées sans examen dans notre rôle de parents. Nous parlons plus ouvertement des sentiments, même des plus inconfortables. Nous avons institué des réunions de famille tous les dimanches, une occasion pour tout le monde, y compris les enfants, de partager des préoccupations ou des griefs sans jugement. Nous avons enseigné à Maisie, et à Théo à mesure qu'ils grandissaient, l'autonomie corporelle, la confiance en leur instinct, la différence entre les secrets qui protègent et les secrets qui nuisent. Si quelque chose semble faux, c'est probablement le cas, ai-je dit à Maisie un après-midi en rentrant de l'entraînement de football. Même si la personne qui te dit que ça va est quelqu'un que tu aimes, même si c'est un adulte, ton instinct sait des choses que ton cerveau n'a pas encore comprises. Comme quand les yeux de papy ont changé, a-t-elle dit. Je savais que quelque chose n'allait pas avant même qu'il ne m'attrape. Exactement comme ça. Tu as écouté ton instinct et il vous a sauvés tous les deux. Elle a hoché la tête, fixant la fenêtre et les arbres qui défilaient. Je parle parfois des intuitions à Théo. Quand il sera plus grand, je vais lui apprendre à écouter la sienne. C'est ma fille, ai-je pensé. Déjà en train de prévoir de transmettre la leçon. L'anniversaire de l'incident tombait un mardi, comme l'original. J'ai pris un jour de congé, incertaine de la façon dont Maisie allait le gérer. Elle m'a surprise en me demandant si nous pouvions aller dans les bois ensemble, pas la forêt profonde où elle s'était cachée avec Théo, mais la ligne d'arbres au bord de notre propriété, l'endroit d'où elle avait émergé tous ces mois auparavant. Nous avons marché ensemble à travers les hautes herbes, main dans la main, jusqu'à ce que nous atteignions l'endroit où la pelouse cédait à la nature sauvage. Maisie s'est tenue très immobile, regardant dans les ombres entre les arbres. Avant, j'avais peur de cet endroit, a-t-elle dit. Chaque fois que je le regardais, je me souvenais d'avoir peur. As-tu toujours peur? Elle a considéré la question attentivement. Pas peur des bois. Les bois m'ont aidé. Ils m'ont donné des endroits pour me cacher et de l'eau à boire et un moyen de rentrer à la maison. Elle a fait une pause. Je pense que j'avais peur de ressentir cette peur à nouveau. Comme si j'y retournais, tout recommencerait. Mais ça n'arrivera pas. Ce qui s'est passé était une seule fois. Une terrible combinaison de circonstances qui ne se répétera pas. Les bois ne sont que des bois. Je sais. C'est ce que dit la docteure Ellis aussi. Maisie a pris une profonde inspiration et a fait un pas en avant, traversant la frontière invisible entre la cour et la forêt. Je voulais voir si elle avait raison. Je l'ai suivie dans les arbres, marchant lentement, la laissant déterminer le rythme. Elle se déplaçait dans les broussailles avec plus d'assurance que je ne l'avais prévu, s'arrêtant occasionnellement pour examiner une bûche tombée ou une touffe de champignons. À un moment donné, elle s'est arrêtée à côté d'un mince ruisseau qui gargouillait sur des rochers moussus. C'est là que j'ai pris de l'eau pour Théo, a-t-elle dit. Je me souviens de cette roche, celle qui a la forme d'une tortue. Je me suis assise juste ici et j'ai trempé mes doigts. Je me suis accroupie à côté d'elle, touchant l'eau fraîche, imaginant ma fille au même endroit moins d'1 an auparavant,
terrifié, épuisé, faisant tout ce qu'il fallait pour garder son frère en vie. L'image était presque trop difficile à supporter. « Tu étais si courageuse », ai-je murmuré. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais vraiment, vraiment effrayée. Elle a croisé mon regard avec un sérieux qui dépassait son âge. Mais la docteure Ellis dit qu'être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Ça signifie faire ce qu'il faut même quand on a peur. Alors, je suppose que j'étais peut-être courageuse après tout. Nous sommes restés dans les bois pendant près d'1 heure, explorant le territoire qui avait été autrefois un lieu de terreur et qui se transformait lentement en autre chose. Au moment où nous sommes réapparus au soleil, Maisie souriait, un vrai sourire, sans être compliqué par les ombres qui l'avaient hantée si longtemps. « Je crois que je vais bien maintenant », a-t-elle dit. « Je crois que le jour effrayant est enfin derrière moi. » Je l'ai serrée fort contre moi et j'ai espéré qu'elle avait raison. Maisie a 11 ans maintenant. Théo en a 5, un tourbillon d'énergie qui adore sa grande sœur avec une intensité qui me déchire le cœur. Il ne se souvient de rien de ce jour. Bien sûr, il était trop jeune pour former des souvenirs d'avoir été couché dans les bras de sa sœur alors qu'elle trébuchait à travers des kilomètres de forêt, déshydratée et saignante et refusant d'abandonner. Mais Maisie se souvient. Le mois dernier, elle a demandé si elle pouvait écrire à ce sujet pour un projet scolaire sur les récits personnels. Son professeur leur avait demandé de décrire une fois où ils avaient surmonté un défi. J'ai hésité au début, incertaine si revisiter le traumatisme annulerait les progrès qu'elle avait faits. Mais la docteure Ellis l'a encouragée, expliquant que l'intégration narrative était une partie importante de la guérison. Alors Maisie a écrit son histoire. Elle l'a intitulée « Le jour où je suis devenue une grande sœur pour de vrai ». Je l'ai lue à la table de la cuisine après qu'elle soit allée se coucher, les larmes brouillant les marques de crayon sur le papier ligné. Elle décrivait la chaleur dans la voiture, la façon dont le visage de Théo était devenu rouge, le moment où elle avait réalisé que personne ne reviendrait les chercher. Elle écrivait sur les yeux de papy, comment il semblait vide et plein en même temps, comment elle savait que quelque chose n'allait pas avant même qu'il ne lui saisisse le bras. Et puis elle a écrit sur la course. J'avais vraiment peur, mais j'avais plus peur pour Théo. C'était juste un bébé et il ne pouvait pas s'enfuir tout seul. Alors je l'ai pris et je suis allée dans les bois parce que je me souvenais que maman disait que les bois étaient grands et profonds et qu'on pouvait s'y perdre. J'ai pensé que si je pouvais me perdre, papy pouvait se perdre aussi et il ne nous trouverait pas. Je ne savais pas où j'allais. J'y suis juste allée. Mes pieds me faisaient très mal parce que je n'avais pas de chaussures, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque fois que je voulais m'arrêter, je regardais Théo et il avait besoin de moi, alors je continuais. J'ai trouvé un petit ruisseau et j'ai mouillé mes doigts et je les ai mis sur les lèvres de Théo. Il était très chaud et j'étais inquiète pour lui. Nous nous sommes cachés dans un trou dans le sol où les racines des arbres faisaient un mur. Je nous ai couverts de feuilles et de terre pour que nous ressemblions à la forêt. Je lui ai chanté des chansons pour qu'il ne pleure pas. J'ai chanté « Tu es mon soleil » parce que c'est ce que maman chante. Je ne connaissais pas toutes les paroles, alors j'en ai inventé. Je lui ai raconté des histoires sur les animaux de la forêt. J'ai dit que les écureuils veillaient sur nous et que les oiseaux étaient nos amis. J'étais très fatiguée et très assoiffée et très effrayée, mais je n'ai pas lâché Théo. Jamais, parce que c'est ce que font les grandes sœurs. J'ai posé le papier et j'ai pleuré. Le lendemain matin, j'ai conduit Maisie à l'école et je l'ai regardée franchir les portes d'entrée avec son sac à dos, son essai narratif et la confiance tranquille de quelqu'un qui a été testé et qui a survécu. Théo a fait un signe de la main depuis son siège auto, demandant déjà quand il pourrait aller à l'école de Maisie lui aussi. Je pense souvent à ce jour. L'horreur spécifique de voir ma fille émerger de ses bois, battue et épuisée, mais tenant toujours son frère. La façon dont ses yeux semblaient lorsqu'elle m'a raconté ce qui s'était passé, vieux au-delà de ses années, et pourtant toujours fondamentalement innocent. Elle a sauvé sa vie. À 7 ans, abandonnée par les adultes qui auraient dû la protéger, elle a pris des décisions que des hommes adultes auraient pu échouer à prendre. Elle a établi des priorités, s'est adaptée, a persévéré. Elle aimait son frère assez férocement pour continuer à bouger alors que chaque partie de son corps criait au repos. Je ne peux pas pardonner ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûre que le pardon soit même le bon cadre pour comprendre une tragédie qui a découlé de la maladie plutôt que de la malice.
Mais j'ai trouvé une sorte de paix en reconnaissant que mes parents, malgré leurs échecs, aimaient leurs petits-enfants. La maladie leur a volé la capacité d'agir sur cet amour en toute sécurité. C'est un vol que je pleure toujours. La thérapeute de Mézi parle de croissance post-traumatique. La façon dont certaines personnes émergent d'expériences terribles avec une résilience accrue, une empathie plus profonde, un objectif plus clair. Je vois toutes ces choses chez ma fille. La fille qui est sortie de ces bois n'est pas la même fille qui y est entrée. Et bien que je donnerais n'importe quoi pour lui épargner cette transformation, je suis aussi profondément fière de celle qu'elle devient. Elle veut être infirmière pédiatrique quand elle sera grande. Elle dit qu'elle veut prendre soin des enfants qui ont peur, être la personne qui aide lorsque les familles s'effondrent. Je la crois. Je crois qu'elle sera extraordinaire parce que j'ai vu de quoi elle est capable. Je l'ai vue porter plus de poids que quiconque ne devrait jamais avoir à supporter et refuser de le poser. Je l'ai vue saigner, lutter et persister. Je l'ai vue protéger quelqu'un de plus faible avec chaque once de force de son petit corps. Ma fille est une héroïne, pas le genre en cape et costume, mais le vrai genre. Le genre qui se montre dans des moments ordinaires et fait des choses extraordinaires parce que quelqu'un a besoin d'elle. Elle avait 7 ans et elle a sauvé la vie de son frère. Chaque soir maintenant, lorsque je couche Théo et que Mézi vient lui donner un baiser de bonne nuit, je regarde la façon dont il cherche sa main. La façon dont elle lui sourit, facilement et naturellement, la peur ayant finalement disparu de ses yeux. La façon dont il se chuchote des blagues d'initiés et des secrets de frères et sœurs que je ne suis pas censé comprendre. Je les ai portés tous les deux au monde. Mais le pire jour de nos vies, Mézi a porté Théo.